suis très heureuse d'être là et je remercie beaucoup les organisateurs de cette conférence d'inauguration de m'y avoir conviée en présence d'autres intervenants prestigieux, de collègues de maintenant bientôt 30 ans pour certains. Donc voilà, je vous propose de commencer cette journée sur le thème « Est-ce que la métacognition est une forme d'auto-interprétation ?» Évidemment, ce sujet est en plein le thème du mind reading et de son rôle dans notre vie mentale personnelle et interpersonnelle. Alors, pourquoi est-ce que ça avance pas là? Ah, parce que je ne l'ai pas mis on, voilà. Alors, ça va être difficile pour moi de lire mes slides en anglais et de parler français. Je vais essayer de faire l'exercice quand même, avec sans doute des dérapages que tu as déjà prévus, Fabrice. Alors, donc on peut interpréter le sujet de mon papier comme la question « À quoi fait référence le terme métacognition ?» Alors, nous avons là, sur le plan interdisciplinaire, une curieuse opposition entre l'usage qui est fait en sciences cognitives d'un côté et dans la sous-discipline de sciences cognitives qui est la théorie de l'esprit, du terme métacognition. En sciences cognitives, métacognition renvoie à la capacité par laquelle un sujet évalue la faisabilité ou la bonne réalisation d'un but mental donné. Par exemple, apprendre vous voyez, c'est pas si facile que ça. Apprendre à s'orienter dans un labyrinthe, ou bien savoir discriminer un signal. On doit savoir si on peut le faire, et l'ayant fait, on doit savoir si on l'a bien fait. Et cela dans un épisode, dans un contexte donné. Donc il s'agit d'une capacité située, contextuelle, d'évaluer dans quelle mesure on est capable ou on a été capable de réaliser un but cognitif particulier. De l'autre côté, le terme métacognition sert en théorie d'esprit à faire référence à autre chose, c'est-à-dire à la capacité de se méta-représenter en première personne ses propres états mentaux. En particulier, Joseph Perner et Peter Cowthers sont des représentants de cette façon d'utiliser le terme métacognition. Alors, je vais appeler la première façon de parler la conception auto-évaluative et la seconde la conception auto-attributive. Alors, vous allez me dire, mais c'est après tout une affaire nominale. On emploie les mots comme on veut, le tout c'est d'être clair sur ce qu'on veut dire. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une matière nominale, il y a vraiment un enjeu qui est évolutionnaire, développemental et fonctionnel. La question est de savoir si la métacognition est une partie de la théorie de l'esprit ou si c'est une capacité indépendante. Donc ça, le point évolutionnaire, c'est que, comme on le verra, si le point de vue auto-évaluatif l'emportait, cela voudrait dire qu'il faudrait reconnaître à des animaux non humains la capacité de s'auto-évaluer, même s'ils n'ont pas de théorie de l'esprit. Si en revanche on est dans la position auto-attributive, il faudrait nier que des animaux non humains puissent avoir cette capacité de s'auto-évaluer, étant donné que, ou dans la mesure où on ne leur reconnaît pas une théorie de l'esprit. Alors, outre cet enjeu-là, il y en a un second qui est celui de la pertinence philosophique, qui est de savoir si la connaissance de soi est d'abord et avant tout affaire de théorie, de théorisation sur soi, ou si, en revanche, cela dépend de contenu non conceptuel ou d'expériences particulièrement consacrées à cet accès à l'auto-évaluation. Donc il y a vraiment là, sur le plan philosophique aussi, des conséquences tout à fait importantes de cette question. Donc dans mon papier, je vais vous présenter les thèmes suivants. D'abord, la conception évaluative, je vais vous tracer un petit peu les grandes thèses de la conception auto-évaluative et de la conception auto-attributive. Puis j'envisagerai non pas 3, mais 4 arguments. Le papier a progressé avec le temps et l'outline est resté le même. 4 arguments en faveur de la reconnaissance
de la position auto-évaluative, c'est-à-dire du fait qu'il y ait en fait deux fonctions et non pas une, qui serait la théorie de l'esprit, deux, auto-évaluation et théorie de l'esprit. Et enfin, j'essaierai de très rapidement exposer la pertinence épistémologique de cette question. Je crois que je vais être obligée de boire un petit peu. Alors, commençons par la conception auto-évaluative. Alors, d'après cette conception, la métacognition est un ensemble de capacités qui permettent à des sujets, humains ou non, premièrement, d'évaluer, en anglais c'est monitor, d'évaluer l'adéquation cognitive de ses propres dispositions pour atteindre un certain output cognitif. Par exemple, d'évaluer si je peux me souvenir de telle et telle chose. Et cela online, tout de suite. Je dois savoir si dans 15 secondes, je vais être capable de retrouver le nom propre dont j'ai besoin pour que ma conversation soit bien menée conformément à mes buts. Et une fois que j'ai évalué ma capacité, c'est-à-dire ou bien je juge que je vais pouvoir retrouver ce nom, avant même de l'avoir retrouvé, je dois savoir si je vais pouvoir le retrouver. Et une fois que j'ai donc un jugement là-dessus, est-ce que oui ou non, je dois contrôler, c'est-à-dire envoyer une commande qui est adéquate par rapport à ce monitoring. Donc il y a bien un lien très étroit entre le self-monitoring et le contrôle que l'on va donner à sa cognition. Soit on choisit de finalement continuer à chercher le nom parce qu'on pense qu'on va le retrouver, soit on se dit non, j'y arriverai pas. Et donc là, il faut détourner la conversation vers d'autres buts, puisque celui-là n'est pas atteignable. Alors, voici quelques exemples centraux de métacognition. Le monitoring rétrospectif a à voir avec un jugement d'adéquation d'une réponse déjà donnée. Le monitoring prospectif, c'est l'évaluation de la capacité de donner une réponse cognitive, comme retrouver un nom par exemple. Un jugement de facilité d'apprentissage, c'est un jugement que l'on doit faire constamment, en particulier lorsqu'on étudie. On doit choisir le temps que l'on va consacrer à une tâche. On va décider d'arrêter de faire la tâche parce qu'on a jugé qu'on était arrivé à un point d'adéquation de la compréhension ou de la mémorisation du texte, par exemple. Donc tout cela, ce sont des jugements de facilité d'apprentissage. Également des jugements de connaissance qui concernent ma capacité à savoir ce que je sais ou ce que j'ignore. Et le monitoring, ça c'est un sujet important mais assez différent, qui est le suivi des émotions et des motivations. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette tâche? Quand je planifie, je dois savoir si dans 8 jours, j'aurai encore envie de faire ce qui me paraît raisonnable de planifier maintenant. Donc ça fait aussi partie d'un sujet tout à fait passionnant de l'auto-évaluation, qui est l'auto-évaluation de ses motivations dans le futur. Alors, premier trait important de cette conception auto-évaluative, c'est le contraste entre les aspects descriptifs et les aspects engagés de la connaissance de soi. L'idée de l'auto-évaluation, c'est qu'à côté de tout un domaine descriptif, il faut faire la place d'un domaine qui n'est pas du tout de l'ordre de l'auto-présentation de ce qu'on est, ou de ce qu'on pense, ou de ses propres états cognitifs, mais plutôt de l'engagement qu'on a par rapport à certaines normes. Alors, des normes qui peuvent être conçues par les uns comme irréductibles, ou par les autres, en particulier naturalistes, comme compréhensibles en matière naturaliste, et c'est ce que nous faisons dans notre projet. Mais ces normes, il faut bien s'y engager lorsque l'on fait un jugement d'auto-évaluation. Ça veut dire que l'on évalue ses capacités par rapport à une norme, comme par exemple la vérité. Si on recherche un nom, la norme implicite est que ce nom, c'est le nom exact.
On ne cherche pas un nom qui est n'importe lequel. On veut que ce nom soit exact, sans quoi notre recherche en mémoire ne nous sert à rien, et ce n'est en vérité pas une recherche en mémoire que nous faisons si nous ne sommes pas intéressés par l'exactitude de notre réponse. D'autres valeurs peuvent être également, d'autres normes peuvent être également engagées dans les jugements sur ses propres capacités cognitives, au-delà de la vérité ou indépendamment d'elle, comme la cohérence, la pertinence. Le consensus est également une norme qui nous intéresse beaucoup, dans la mesure où elle joue un rôle considérable dans l'éducation et dans d'autres cultures, en particulier, où le consensus est beaucoup plus saillante que la vérité dans beaucoup de tâches cognitives. Alors, premier trait, donc, c'est ce caractère engagé que l'on revendique pour l'évaluation de soi. La deuxième, ça c'est une chose qui me tient à cœur particulièrement, c'est que la métacognition fait partie de quelque chose qui est l'agir mental. On peut dire, si on préfère, agir cognitif, parce que mental a un relent cartésien qui n'est pas forcément plaisant. On peut l'appeler agir cognitif ou agir épistémique. L'idée est la suivante, c'est un parallèle avec l'action ordinaire, qu'on appelle bodily si vous voulez, mais à condition de renoncer là aussi au dualisme cartésien. L'action ordinaire, c'est un comportement contrôlé dont on a l'intention qu'il résulte dans un changement physique dans le monde ou dans soi-même. Hein, par exemple, on se coiffe, on fait des choses pour se modifier dans son aspect, etc. Une action mentale, c'est quelque chose d'assez analogue finalement. C'est une séquence contrôlée d'opérations cognitives dont on espère qu'elle résultera dans un certain changement cognitif. Alors, par exemple, essayer de se rappeler, c'est bien un changement cognitif qu'on espère, qui est de récupérer en mémoire maintenant et me donner la disposition du nom qui me manque présentement. Donc je fais un changement entre ne pas me rappeler le nom à avoir le nom présent à l'esprit. Voilà un type d'action mentale. Tout ce qui est opéré par suite d'un contrôle et qui vous met à disposition une nouvelle propriété mentale est donc une action cognitive au sens où je l'entends. Et la métacognition, quand vous réfléchissez bien, est absolument indissociable du fait que toute action cognitive a besoin, comme une action ordinaire, d'être contrôlée et monitorée. Alors, exemple d'agir mental, vous avez toute la file de gauche là, de l'action mentale épistémique, comme l'attention perceptive, le raisonnement contrôlé, la récupération en mémoire contrôlée, la visualisation contrôlée, l'imagination contrôlée. Je dis contrôlée parce que tout cela peut également se produire sans que vous le fassiez intentionnellement. Et dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'une action, il s'agit d'une opération cognitive qui se fait dans votre cerveau, mais d'une certaine façon, sans que vous ayez l'intention de la produire. Alors, il y a également des actions mentales tout à fait capitales qui ne sont pas purement épistémiques. Dans la planification en particulier, là je travaille actuellement sur ce thème, la planification inclut beaucoup d'autres sous-actions mentales qui sont des acceptances. Et l'acceptance, ce n'est pas purement épistémique parce que ça inclut des considérations d'utilité. La décision réflexive, l'émotion contrôlée, le management des préférences, également, ce sont des opérations mentales qui ne sont pas purement épistémiques, mais qui prennent aussi en compte des dimensions de motivation et d'utilité. Troisième trait de la conception auto-évaluative, les évaluations se décomposent en deux étapes, avant et après l'exécution de l'action. Comme dans l'action physique, il faut également préparer l'action et ensuite l'évaluer une fois qu'elle est faite. Et ça a été bien étudié par Julie, par Marc Jeanneraud, par Jean de Séty. Dans le suivi de l'action mentale, de même, il faut donc la préparer par une évaluation de sa faisabilité et la conclure par une évaluation de sa réussite.
Alors j'ai donc appelé ces deux étapes, respectivement en anglais, self-probing pour la première, qui est d'examiner la capacité qu'il y a. Quand je dis examiner, c'est quelque chose qui est en fait fait d'une façon tout à fait quasiment automatique. Quand vous cherchez en mémoire, si vous allez pouvoir récupérer le contenu, vous ne vous dites pas « je fais du self-probing », mais néanmoins, c'est ce que vous faites. Ça fait partie de l'action de récupérer en mémoire, de commencer par se dire « est-ce que je l'ai en mémoire ?» Et ça n'est pas quelque chose de théoriquement coûteux, vous le faites simplement parce que c'est une condition de possibilité de la récupération en mémoire. Donc, même si ça peut se déterminer conceptuellement, comme ici dans la description qui est donnée dans cette slide, où on doit savoir si on a la capacité, la compétence, et si on est motivé pour agir, etc., je voudrais souligner que c'est avant tout une activité dans laquelle on s'engage, et non pas quelque chose qui doit être d'abord décrit conceptuellement pour pouvoir s'y engager. De même pour la deuxième étape que j'ai appelée la post-évaluation, à l'issue de l'action mentale, lorsque j'ai discriminé mon signal, lorsque j'ai récupéré en mémoire, lorsque j'ai exécuté mon raisonnement, je dois savoir si c'est le bon résultat que j'ai, si c'est un résultat acceptable, un résultat qui a l'air d'être correct. Et là, de même, je vais pouvoir le faire d'une façon qui utilise des procédures sans avoir besoin de me représenter conceptuellement que je fais une évaluation théoriquement justifiée, etc. Quatrième trait de la conception auto-évaluative, elle implique nécessairement une comparaison entre une valeur attendue et une valeur observée. C'est une chose qui échappe peut-être au bon sens quotidien, mais lorsque je juge quelque chose, je le juge par rapport à un critère. Qu'il s'agisse d'une action physique ou d'une action mentale, si je juge de la correction, c'est que j'utilise un critère qui était anticipé et dont je constate ou non qu'il est réalisé dans l'action telle qu'elle se déroule. Alors, il est très intéressant de comparer ce qui se fait dans l'action ordinaire et dans l'action mentale. Dans l'action ordinaire, je prédis des feedbacks qui sont de type sensoriel. Dans les joints, dans la perception visuelle, dans l'audition, il y a un certain nombre de feedbacks qui sont compilés en quelque sorte dans le modèle de l'action et qui me permettent d'anticiper ce que je devrais voir si l'action est satisfaite. Alors, dans le cas de l'action mentale, il y a quelque chose de semblable, mais ce feedback n'est pas sensoriel. Alors évidemment, la question est de savoir de quelle nature est ce feedback. Et ça fait partie du travail des sciences cognitives de décrypter la nature du feedback utilisé. Alors, certains travaux de neurosciences, nous verrons, nous éclairent sur ces questions du feedback utilisé. J'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps. Cinquième point de la conception auto-évaluative, c'est l'aspect de la décision, c'est-à-dire du contrôle métacognitif qui suit le monitoring. Cette étape consiste à décider, sur la base du statut du monitoring, c'est-à-dire s'il y a ou non divergence entre ce que j'attends et ce que j'observe, de décider si je dois finalement faire l'action, par exemple essayer de se rappeler ce mot. Je n'essaierai que si j'ai vaguement l'impression que je peux y réussir. Également, en vertu de considérations d'utilité, étant donné que l'utilité peut être vitale ou pas du tout, et dans ce cas-là, sur la base du même monitoring, je peux prendre une décision différente, soit de persister dans ma recherche, soit de l'abandonner. Et donc le contrôle métacognitif, il a cet impact absolument incroyable sur nos vies, parce que c'est de lui que dépend le succès de bien de nos actions instrumentales. C'est parce que j'ai correctement évalué mon souvenir que je réussirai finalement mon action instrumentale. Mais le fait qu'il y ait un impact de la métacognition sur l'action instrumentale ne veut pas dire que la métacognition a uniquement des utilités, étant donné que l'utilité peut être vitale ou pas du tout. Et dans ce cas-là,
sur la base du même monitoring, je peux prendre une décision différente, soit de persister dans ma recherche, soit de l'abandonner. Et donc le contrôle métacognitif, il a cet impact absolument incroyable sur nos vies, parce que c'est de lui que dépend le succès de bien de nos actions instrumentales. C'est parce que j'ai correctement évalué mon souvenir que je réussirai finalement mon action instrumentale. Mais le fait qu'il y ait un impact de la métacognition sur l'action instrumentale ne veut pas dire que la métacognition a uniquement des valeurs instrumentales. Je plaide, en ce qui me concerne, pour une divergence totale entre les valeurs instrumentales qui sont le succès de mon action et les normes épistémiques qui règlent la capacité que j'ai à utiliser l'information de façon correcte. Sixième et dernier trait, ce monitoring dont j'ai parlé et le contrôle qui s'ensuit s'exprime au sujet d'abord par des représentations qui sont non conceptuelles, c'est-à-dire par des indices, par des cues qui sont de type expérientiel. Là, je m'inspire en particulier du travail considérable d'Asher Khoriat sur les sentiments métacognitifs, qu'on appelle aussi des sentiments noétiques. Ces sentiments, ces feelings, ils peuvent être redécrits en termes conceptuels, en termes méta-représentationnels, mais ils n'ont pas besoin d'être redécrits pour motiver une décision donnée. Donc si par exemple j'ai le tip of the tongue, vous connaissez le tip of the tongue, le fait d'avoir un mot sur le bout de la langue. Quand j'ai un mot sur le bout de la langue, je suis motivée en principe à tenter de récupérer le mot. Et je suis, et ça des travaux empiriques l'ont montré, d'autant plus motivée que le phénomène d'activité neuronale dans la langue est plus intense. Et il y a aussi des phénomènes dynamiques sur la manière dont le phénomène apparaît, qui aussi déterminent ma motivation à chercher à retrouver le mot. Tout cela, ce sont des feelings, c'est l'impression de savoir. Vous ne ressentez pas qu'il s'agit de votre langue, vous avez ce sentiment de pouvoir dire le mot. Et c'est ça qui vous motive à essayer de retrouver le mot. Donc il y a là toute une liste de feelings, qui sont des feelings finalement métacognitifs, le sentiment d'effort mental, de familiarité, de savoir, le tip of the tongue, le sentiment de cohérence ou d'incohérence, le sentiment d'avoir raison, le sentiment de beauté ou d'harmonie, d'incertitude sur la performance ou sur la compétence. Tout cela doit pouvoir s'expliquer de façon naturaliste. On doit pouvoir découvrir quels sont les corrélats neuronaux et de découvrir comment ces sentiments sont entraînés, comment ils sont calibrés, parce que ça n'est pas donné par avance que ces sentiments soient corrects et soient valides. Or, si je dois pouvoir les utiliser, et en fait, les travaux expérimentaux montrent que ces sentiments sont généralement fiables, c'est-à-dire ils sont au-dessus de la chance, eh bien, je dois comprendre pourquoi ils le sont. Ah tiens, il y a un septième trait qui est apparu entre-temps. Quoique les sentiments motivent l'agent à sélectionner une commande particulière, ils peuvent être contredits par des représentations conceptuelles. C'est-à-dire que je peux avoir acquis des théories sur moi-même, sur ma compétence, qui me permettent de contredire mes sentiments et d'agir autrement que mes sentiments me le disent. Ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant chez l'humain, que nous puissions ainsi contredire notre expérience métacognitive, soit à tort, soit à raison. J'en donnerai des exemples plus loin. Alors, je vais dire maintenant 2 mots de la conception auto-attributive. J'en suis où pour le temps, là ? 25 minutes restantes. Alors, la conception auto-attributive est défendue avec talent par Peter Carruthers, dont le livre The Opacity of Mind est quasiment consacré à la présentation de cette conception. Premier trait de cette théorie auto-attributive, c'est la condition sémantique. La métacognition, de ce point de vue, coïncide avec l'acquisition, la possession
d'attitudes propositionnelles de second ordre telles que je crois que P, je crois que j'ai l'intention de F, etc. Donc, s'auto-attribuer une croyance, par exemple, requiert de reconnaître qu'on a une croyance occurrente de premier ordre qui est une croyance. Donc, il faut avoir le concept de croyance pour pouvoir exécuter quelque chose qui relève de la métacognition. Deuxièmement, les métareprésentations sont formées par un device, comment on dit, un dispositif, merci, de théorie de l'esprit, un dispositif ou d'auto-interprétation. Alors, ce dispositif représentationnel prend comme input une pensée occurrente et produit la représentation enchâssée, je crois que P, c'est-à-dire ce contenu occurrent, comme output. Alors, il y a des variantes théoriques dans l'interprétation du dispositif. Pour certains, ce dispositif est neutre quant à l'usage fait par soi ou fait en direction d'autrui. Ça, c'est le point de vue de Dines et Perner ou celui de Carothers. Soit certains, comme Alvin Goldman, pensent que le dispositif commence par une autosimulation, par une simulation en soi-même du contexte ou de la situation, et ensuite on le projette sur quelqu'un d'autre. Et dans certains cas, comme par exemple chez James Russell, le dispositif est associé nécessairement à des capacités exécutives pour découpler des représentations. Je ne rentre pas dans les détails du dispositif, il suffit de voir qu'il y a là une famille de théories qui ont en commun de considérer que les métareprésentations sont produites par un dispositif spécialisé en métareprésentation. C'est-à-dire un dispositif qui, prenant des situations de pensée qu'on a, va les mouliner pour savoir s'il s'agit de telle ou telle attitude. Alors, maintenant, vous vous rappelez que dans la première théorie, il y avait opposition entre détachement et description. Là, il n'y a plus cette opposition. Les métareprésentations sont utilisées dans un sens essentiellement détaché, qu'il s'agisse d'auto-attribution ou d'attribution à autrui de ses pensées. Donc ce détachement est un trait qui est d'ailleurs revendiqué théoriquement comme étant lié au principe de généralité, c'est-à-dire la capacité de dépasser son propre cas, justement, pour, à partir de la structure sémantique, pouvoir appliquer le même type de jugement à soi ou à autrui. Alors, par exemple, nous avons ici cette citation de Peter Carothers. Notre accès à nos attitudes propositionnelles est toujours interprétatif, dit-il, plutôt qu'introspectable, même si la base d'interprétation pour soi est quelque peu plus large que nous l'avons normalement lorsqu'il s'agit d'interpréter les autres. Autrement dit, vous savez davantage de choses sur vous-même que sur autrui, et donc quand vous devez interpréter, si dans un cas donné vous croyez, vous imaginez, vous espérez, ou vous avez l'intention, là vous avez quand même plus d'éléments pour le savoir. Néanmoins, vous appliquez exactement le même dispositif qui est celui de la théorie de l'esprit lorsque vous devez vous comprendre vous-même ou quand vous devez prédire autrui. Quatrième point, l'accès particulier que l'on a à ses propres contenus mentaux, particulier parce que c'est les siens justement, ne fait pas que cet accès soit privilégié ou special. Special, c'est difficile à traduire par autre chose que particulier, mais special au sens de privilégié. C'est-à-dire, ces deux mots difficilement... je ne sais pas s'il y a un sens différent entre special et privilege, moi je les vois comme assez synonymes. Donc des inférences sont toujours nécessaires. Carothers écrit, on peut avoir accès à ses propres contenus de pensée sur la base de son comportement moteur ou linguistique, sur la base du discours intérieur et l'application de règles, ou sur la base conjointe du discours intérieur, de patterns d'attention et d'émotion et d'auto-interprétation. Donc l'idée, c'est que l'introspection est un mythe.
on n'a pas d'accès direct à ce qu'on pense, en particulier à la caractérisation attitudinale de ces pensées, mais on doit faire acte d'interprétation sur la base donc du mind reading. Cinquièmement, la métareprésentation des attitudes est nécessaire au contrôle et au monitoring de ses propres pensées. Alors ça, c'est une idée déjà ancienne qu'on retrouvait chez Chalice dans son bouquin de 1988. Chalice, vous vous rappelez, distinguait deux façons d'agir, une façon en réaction à l'environnement et une façon qui passait par un contrôle attentionnel. Et ce contrôle attentionnel supposait une métareprésentation. Il fallait méta-représenter ses propres intentions et ses croyances pour pouvoir résister à l'interférence de l'environnement et poursuivre des buts endogènes. Donc il y avait déjà cette idée chez Chalice, qui sera reprise ensuite par Joseph Perner, qu'on ne peut pas vraiment contrôler ses pensées, ses actions par extension, si on n'a pas la capacité de méta-représenter ses propres intentions d'agir, entre autres. Alors, pour résumer cette position, si la position auto-attributive est juste, alors, ou bien la métacognition, au sens self-évaluation, n'est pas méta du tout, et c'est ce que pense en particulier Carothers. Il pense que les processus métacognitifs, ce qu'on appelle métacognitifs au sens de Coriat, sont confinés au contrôle du comportement et pas des pensées. Et soit la métacognition est en fait méta, et dans ce cas-là, elle opère sur la base de méta-représentation. Et donc, si c'est vrai, les non-humains qui n'ont pas de méta-représentation ne devraient pas non plus être capables de contrôle flexible de leur cognition, de leur disposition cognitive. Alors, en outre, il ne devrait pas, si les auto-attributifs ont raison, il ne devrait pas y avoir de changement particulier dans les processus d'évaluation lorsqu'on les utilise sur soi-même ou sur autrui. Ça devrait être les mêmes formes d'évaluation, puisqu'en fait, ce sont les mêmes sources, les mêmes dispositifs qui sont en jeu. Et il ne devrait pas non plus y avoir d'activité neuronale spécialisée, respectivement, pour l'auto-évaluation et pour l'évaluation d'autrui. Alors, si on prend maintenant le point de vue auto-évaluatif, on voit qu'il y a 4 arguments qui sont possibles pour défendre l'idée qu'il y a 2 fonctions, et pas une, comme le pensent les auto-attributifs. Ces 4 arguments sont les suivants. Premièrement, la métacognition ne contrôle pas le comportement, mais contrôle bien des décisions qui sont épistémiques. Deuxièmement, la métacognition est présente dans des organismes qui ne sont pas capables, du moins tel qu'on le comprend aujourd'hui, de méta-représenter. C'est ce qu'on appelle la métacognition procédurale. Troisièmement, chez les humains, la métacognition respectivement procédurale et méta-représentationnelle, celle qui s'appuie sur des concepts, devrait parvenir à des évaluations épistémiques différentes, au moins dans certains cas. Et enfin, les corrélats neuronaux de l'auto-évaluation et de l'attribution à autrui devraient être différents. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes qui me restent. Donc il me reste... Bien, parfait. Alors, premièrement, la métacognition, telle que l'entendent des gens comme Coriat, ne contrôle pas le comportement, mais contrôle des décisions épistémiques. Essayons de voir pourquoi. Nous savons que, déjà, il y a une différence phylogénétique entre les animaux, entre le contrôle de l'action, entre le contrôle du comportement. Le contrôle du comportement est à la portée de tous les animaux capables de se mouvoir, parce qu'il faut au moins de façon minimale qu'ils puissent réguler leur rapport à l'environnement, avancer, se retirer en fonction des dangers, etc., ou des affordances. Et donc ça, ils le font en utilisant du feedback sensoriel, comme nous d'ailleurs. Et donc c'est une capacité qui est extrêmement répandue, qui est la plus répandue de toutes dans le monde du vivant. En revanche,
la capacité de réguler sa cognition semble être une activité qui est limitée dans la phylogénèse, qui est limitée à certaines espèces, y compris à l'intérieur des primates. Nous allons voir que seuls certains primates en sont capables. Donc nous avons là déjà une dissociation qui me paraît évidente entre le contrôle du comportement et le contrôle de la cognition. Deuxièmement, la métacognition est présente chez des organismes qui ne sont pas capables de former des métareprésentations. Alors, où sont les données? Là, nous avons maintenant des données considérables. D'ailleurs, je vous signale que nous avons sous presse un livre interdisciplinaire qui s'appelle « The Foundations of Metacognition », à paraître chez Oxford University Press cette année 2012, qui rassemble beaucoup de données expérimentales récentes sur la capacité qui est de plus en plus validée par les primates de manifester de la métacognition. Alors, Robert Hampton, dans un article que je vous recommande si le sujet vous intéresse, vraiment un superbe article, détermine 4 conditions, 4 marqueurs de comportement métacognitif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, chez un être non langagier, nous révèle qu'en fait, son comportement est contrôlé finalement par des décisions épistémiques. D'abord, il faut qu'il y ait un comportement primitif qui puisse être scored, c'est-à-dire évalué pour sa correction par rapport à sa correction épistémique. Il doit y avoir une variation possible dans la performance. Si l'animal est toujours au plafond, évidemment, on n'aura pas besoin de métacognition. Il faut qu'il soit incertain sur sa tâche de premier ordre, donc. Il faut également qu'on le sollicite pour un comportement secondaire, dont le but est de réguler le comportement primaire. Et ce comportement secondaire doit montrer qu'il bénéficie à la performance dans la tâche primaire. Par exemple, si on demande à un animal de décider lui-même s'il veut faire la tâche, sur la base de ses sentiments épistémiques putatifs, eh bien, nous devons vérifier qu'effectivement, quand il choisit de ne pas faire la tâche, c'est qu'il ne l'aurait pas bien faite. Donc son opt-out, il est justifié par le fait qu'il ne sait pas la réponse qu'il faudrait apporter dans ce contexte particulier de la tâche. Alors nous avons certains paradigmes qui permettent de satisfaire les 4 conditions de Robert Hampton, en particulier le paradigme dit du pari rétrospectif, wagering en anglais, dans lequel l'animal fait une tâche de premier ordre, par exemple discrimine un signal d'un autre, et ensuite doit dire s'il est content de sa réponse, combien il est prêt à parier pour sa réponse, s'il est prêt à engranger les bénéfices et les risques, ou bien s'il préfère passer à un essai suivant. La deuxième forme de test qui est fréquemment utilisée, c'est l'opt-out, où cette fois, au lieu de donner la tâche à faire, on présente à l'animal la tâche, on lui demande s'il veut la faire. Donc il doit décider s'il se sent capable de la faire. Alors il y a aussi d'autres tâches qui sont moins clairement métacognitives, par exemple les tâches de recherche d'informations qui ont été développées par Cole et Carpenter par exemple, ne sont pas clairement métacognitives parce que c'est instrumentalement nécessaire de chercher de l'information pour réaliser une opération et l'animal n'a pas nécessairement une capacité de faire un contrôle et un monitoring de l'information qu'il a pour pouvoir en réalité utiliser de l'information. En revanche, buying hints, c'est-à-dire le fait d'acheter de l'information, ça, c'est quelque chose qui demande un contrôle et un monitoring de ses états informationnels, de sa capacité à récupérer en mémoire, etc. Et c'est un paradigme très efficace qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup de primatologistes. Alors, je voulais vous parler d'un exemple d'opt-out, mais j'irai très vite. Vous voyez, l'animal a devant lui un exemple, c'est un macaque. Il a devant lui un exemple qui est un ensemble de points, un nuage de points. Il a été entraîné pour juger si ce nuage de points appartient à la catégorie sparse, la distribution rare, ou dense, la distribution dense de points.
Et donc, il doit catégoriser ça, et quand il est autour du seuil, eh bien, il a la possibilité de dire qu'il ne sait pas. Et il appuie donc sur l'étoile, dans ce cas-là. S'il veut donner sa réponse directe, il appuie sur S. Donc, l'opt-out consiste à dire « je fais la tâche ou je passe à autre chose ». Donc, évidemment, s'il fait la tâche, il risque de gagner gros, il risque de perdre aussi, tandis que s'il choisit de passer à autre chose, il va avoir un gain très modeste. Autrefois, on le punissait, mais on a supprimé cela parce que ça servait de cue pour faire ce choix. Et donc, on a refusé de plus en plus tout ce qui permettait de structurer la tâche en termes de renforcement. Donc, le résultat des cours, c'est que les résus déclinent davantage. Alors, je voulais vous parler d'un exemple d'opt-out, mais j'irai très vite. Vous voyez, l'animal a devant lui un exemple, c'est un macaque. Il a devant lui un exemple qui est un ensemble de points, un nuage de points. Il a été entraîné pour juger si ce nuage de points appartient à la catégorie sparse, la distribution rare, ou dense, la distribution dense de points. Et donc, il doit catégoriser ça, et quand il est autour du seuil, eh bien, il a la possibilité de dire qu'il ne sait pas. Et il appuie donc sur l'étoile, dans ce cas-là. S'il veut donner sa réponse directe, il appuie sur S. Donc, l'opt-out consiste à dire « je fais la tâche ou je passe à autre chose ». Donc, évidemment, s'il fait la tâche, il risque de gagner gros, il risque de perdre aussi, tandis que s'il choisit de passer à autre chose, il va avoir un gain très modeste. Autrefois, on le punissait, mais on a supprimé cela parce que ça servait de cue pour faire ce choix. Et donc, on a refusé de plus en plus tout ce qui permettait de structurer la tâche en termes de renforcement. Donc, le résultat des cours, c'est que les résus déclinent davantage les essais les plus difficiles dans des tâches de discrimination visuelle et dans des tâches mémorielles. Et de plus, alors ce qui est passionnant, c'est qu'ils généralisent leurs réponses à de nouveaux stimuli. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont fait ça simplement parce qu'ils ont appris des patterns stimulus-réponse. Ils généralisent à des stimuli qu'ils n'ont jamais vus. Et les dauphins en font autant. Vous voyez que les patterns de réponse entre macaques et dauphins sont semblables, et de même très ressemblants à ceux des humains. Alors, je passe là-dessus parce que je n'ai pas le temps de me concentrer sur les différents problèmes méthodologiques. J'en viens aux différences entre l'utilisation d'une démarche d'auto-évaluation et d'une démarche d'auto-attribution donc dans les travaux expérimentaux récents. Donc, comme on l'a vu, si les formes de métacognition étaient les mêmes pour soi et pour autrui, c'est-à-dire toujours fondées sur le mind reading, on ne devrait pas avoir de différence substantielle lorsque je les applique à moi-même ou à autrui. Alors, ça a été testé dans une très belle étude de Coriat et Ackerman, dans lequel on demande à des sujets de faire un jugement d'apprentissage qui prédise combien un apprenti va pouvoir se rappeler si un item, un élément particulier a été... je recommence. Un jugement d'apprentissage. Un jugement d'apprentissage de façon générale, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un apprentissage qui permet de prédire combien, si j'ai correctement appris ce que j'avais à apprendre et si je pourrais m'en rappeler ultérieurement. Et donc, on demande à des sujets de former des jugements d'apprentissage, soit après avoir fait eux-mêmes la tâche de premier ordre, ils doivent apprendre des listes de mots. Donc, après qu'ils ont étudié un certain couple de mots, on leur dit, est-ce que ça, vous allez vous rappeler de ce couple dans une semaine? Est-ce que vous vous rappellerez, on vous donnera à ce moment-là l'un des deux mots, vous devrez vous rappeler du second, est-ce que vous serez capable de le faire? Alors, soit ils ont fait eux-mêmes la tâche, ils ont étudié, et puis ils font un jugement un jugement de learning. Soit ils n'ont pas fait la tâche, mais ils voient quelqu'un d'autre la faire. Ils voient quelqu'un d'autre la faire en vidéo, et ils peuvent également, après que l'autre ait étudié ces couples de mots, prédire si ce couple de mots particulier sera retenu par le sujet. Et ce qu'on voit, c'est une différence très surprenante, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez offline, c'est-à-dire vous ne fondez que sur l'observation de quelqu'un d'autre,
vous avez une théorie qui est la suivante, qui est la théorie en fait naïve qu'on peut avoir sur l'apprentissage. C'est plus vous passez de temps sur un couple de mots, et mieux vous en rappellerez après. Puisque, en fait, étudier plus longuement devrait conduire à une meilleure mémorisation. Or, c'est faux. C'est faux parce que quand vous faites vous-même la tâche, vous vous rendez compte très bien que si vous passez beaucoup de temps sur un couple de mots, c'est qu'en fait, ce couple de mots est difficile. C'est qu'il est difficile à mémoriser. Et dans ce cas-là, vous dégagez une autre heuristique tout à fait différente, qui est ce qu'on appelle la memorizing effort heuristic, qui est que plus je passe de temps pour apprendre quelque chose, moins j'ai de chances de m'en rappeler ultérieurement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce contraste considérable entre les sujets qui commencent par étudier, puis qui observent et qui font des jugements sur autrui, et lorsqu'ils sont dans la phase d'observation d'autrui, ils vont transposer à autrui ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, alors que si vous commencez par observer autrui, vous formez une heuristique incorrecte que vous modifiez au moment où vous-même vous exécutez la tâche dans la deuxième phase. Alors, nous avons, avec Anna Loussouarn et Damien Gabriel, fait le même genre de travail à propos de change blindness, c'est-à-dire la capacité d'évaluer en soi l'adéquation d'un jugement de changement. Comme vous savez, les sujets sont portés à s'auto-évaluer, over-evaluate themselves, c'est-à-dire de s'attribuer plus de capacité de détecter des jugements qu'ils ne sont capables en fait de réaliser. Et nous voyons également que les participants jugent correctement quand ils ont fait la tâche, que plus ils ont mis de temps, moins leur performance de détection est bonne, alors que des gens qui n'ont pas fait la tâche, au contraire, manifestent typiquement la surévaluation dont je parlais tout à l'heure. Alors nous avons le cas très intéressant de Schwartz qui montre que cette heuristique d'effort peut être illusoire, en particulier lorsqu'on demande d'évaluer votre mémoire, et la tâche est de retrouver 12 événements d'enfance. Les sujets, à ce moment-là, notent leur mémoire comme moins bonne que s'ils n'avaient à retrouver que 6 événements. Ce qui est tout de même paradoxal, puisque quand vous retrouvez 12 événements, vous devriez avoir une meilleure mémoire que quand vous en retrouvez 6. Mais c'est cette fameuse heuristique d'effort qui, ici, nous mène sur de mauvaises décisions épistémiques. Comme nous avons fait plus d'efforts, notre sentiment de confiance est automatiquement abaissé. Alors que quelqu'un qui ne se contente d'observer celui qui récupère 12 souvenirs et celui qui perd 6, celui-là, à ce moment-là, il a un meilleur jugement qui est fondé sur une théorie selon laquelle, une théorie naïve mais vraie cette fois-ci, selon laquelle quand on récupère 12 événements, eh bien on a des chances d'avoir une meilleure mémoire que si on ne récupère que 6. Ce qui, je vous accorde, néglige le fait que la tâche, étant ce qu'elle est, ne révèle rien en fait sur la mémoire des gens, puisque c'est la tâche qui a déterminé la nature des réponses. Mais bon. Alors, oui, je pense que ces dissociations que nous venons d'évoquer montrent bien qu'il y a deux sources dans l'évaluation métacognitive. Une source expérientielle et une source théorique. Alors, les deux peuvent travailler de concert, ou elles peuvent être en fait incompatibles et nous amener à rectifier correctement le jugement ou parfois à le rectifier incorrectement. Alors, je n'ai pas le temps de voir les objections et les réponses. Je voudrais simplement vous dire un mot, pour ne pas trop prolonger mon intervention, des mécanismes neuronaux qui sont impliqués respectivement dans les deux types d'évaluation. Alors, ça a été travaillé, ça, par différentes personnes, dont Chadelaine, qui a étudié les substrats neuronaux de singes en train de faire une tâche opt-out dans une tâche perceptive. Et ils ont montré que les activations neuronales dans le cortex intrapariétal latéral corrèlent avec l'accumulation d'évidence d'un côté et avec le degré de certitude qui sous-tend la décision de
ne pas faire la tâche. Donc cela veut dire, alors là je passe parce que je n'ai pas le temps. Ah ben je croyais que j'avais gardé certaines autres... Pardon, excusez-moi. Donc l'idée rejoint une idée plus ancienne de Vickers sur le fait que évaluer son incertitude dépend des caractéristiques informationnelles de l'activité cérébrale et non pas des contenus du tout, pas du tout des contenus. Ça dépend du véhicule neuronal et en particulier de la fréquence comparative de l'accumulation de l'évidence en faveur d'une des décisions en compétition. Par exemple, si vous devez discriminer un signal A d'un signal B, ce que fait le cerveau, c'est de comparer l'accumulation de l'évidence en faveur de A et en faveur de B, accumulation qui est quantifiée d'une part par la rapidité de l'onset, la rapidité du départ de l'accumulation et la rapidité de sa convergence vers une certaine valeur critère et du nombre des neurones qui sont impliqués dans cette convergence. Alors ça, évidemment, c'est révolutionnaire, ces résultats, parce que cela montre que les feelings noétiques, ils ont une assise neuronale clairement identifiée qui peut être caractérisée précisément dans sa localisation et dans ses interactions avec d'autres accumulateurs dont la fonction spécialisée est de localiser la nature du critère et de le déplacer suivant l'évolution du sujet. Alors, il y a donc ces travaux permettent de dire qu'il y a des corrélats neuronaux différents pour la métacognition et le mind reading. Là, vous avez ici, sur cette figure, sur ce tableau, là, les différences. Sur le côté mind reading, vous avez les classiques, la jonction pariéto-temporale, droite, le cortex préfrontal antéromédian, le cortex temporal antérieur. Et du côté métacognition, vous avez alors quelque chose de beaucoup plus distribué. Vous avez les aires sensorielles, où sont les accumulateurs primaires. Vous avez le cortex préfrontal ventromédian qui vous donne l'accumulateur métacognitif lui-même, c'est-à-dire l'accumulateur du contrôle. Vous avez le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex singulaire antérieur. Bon, je vous laisse lire la suite. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même distribution. Et j'ajoute que la récompense, c'est-à-dire l'utilité, c'est encore autre chose. C'est le cortex préfrontal ventral et le striatum ventral et les ganglions de la base. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment lieu de soutenir, à mon avis, qu'il y a deux fonctions et non pas une. Donc, ça a une importance absolument capitale sur le plan évidemment fonctionnel, puisque ça permet de reconnaître une auto-évaluation chez le non-humain. Et ça nous oblige aussi à revoir notre compréhension de nous-mêmes et la notion épistémologique de justification, puisque le sentiment de savoir, le sentiment d'avoir raison, a en effet une double origine. Voilà, je m'arrêterai sur ce sujet et je vous donne la parole. Merci.